sommes ici ce soir au cœur de notre nation pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire de notre pays. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump casse tous les codes de la diplomatie. L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Il est pyromane, il est dynamiteur et c'est aussi, moi, ce que j'appelle un vandale diplomatique. Liberation Day. Avec son arme favorite, les tarifs douaniers, le président américain déclenche une guerre commerciale. Je vais signer un décret historique instituant des droits de douane réciproques sur les pays du monde entier. Indonésie, Malaisie, Cambodge, regardez le Cambodge, 97%. Avec cette nouvelle administration Trump, on est entré dans l'ère du « moi d'abord », « me first ». Pour mieux se recentrer sur l'Amérique et mener sa politique conservatrice. Notre pays ne sera plus jamais woke. Est-on en train d'assister à une révolution aux États-Unis? Jusqu'où ira le bulldozer Donald Trump? Il arrive et dit « Je ne joue pas avec vous. Je connais votre jeu. C'est un jeu ancien. On va changer. Non pas les règles, mais on va changer complètement le jeu. Et à ce jeu, je suis le maître. » L'Amérique est de retour. « 28 février 2025, les caméras du monde entier sont rivées sur la Maison-Blanche pour un face-à-face qui va tourner à l'affrontement. La rencontre entre Donald Trump et Zelensky dans le bureau ovale, c'est en diplomatie l'équivalent d'un accident industriel. Dès que Zelensky arrive à la Maison-Blanche, il est accueilli, comme le veut la tradition, sur l'un des perrons par Donald Trump qui tout de suite se moque de lui. Il s'est mis sur son 31 aujourd'hui. Zelensky, comme à son habitude, est vêtu de cette tenue qu'on lui connaît désormais, un pull, un pantalon cargo, c'est sa tenue de chef de guerre. Donc Donald Trump, tout de suite, il instaure ce rapport de force, cette moquerie. Le président ukrainien est venu réclamer le soutien des États-Unis, mais la réunion démarre par une nouvelle humiliation orchestrée par le clan Trump. Pourquoi vous ne portez pas de costume? Vous êtes au plus haut niveau de l'État et vous refusez d'en porter un. Donc on voit la réaction de Donald Trump, qui apprécie finalement cette pique qui est envoyée par l'un de ses courtisans au président ukrainien. Quand cette guerre sera finie. Il y a les regards qui se crispent, les mâchoires de Zelensky et de Trump physiquement, et ça se voit à l'image, qui se serrent. Il n'y a pas de sourire. Il a eu des mots qui ont immédiatement fait réagir le vice-président Vance et Trump. Ce qui fait des États-Unis un grand pays, c'est leur engagement dans la diplomatie. C'est ce que fait le président Trump. De quelle diplomatie vous parlez, JD? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui mettra fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout mon respect, je pense que c'est irrespectueux de venir dans le bureau ovale et d'essayer de débattre de cela devant les médias américains. En fait, on se demande, quand on regarde cette scène, s'il n'y a pas un jeu de rôle, hein, si J.D. Vance n'était pas là justement pour agresser en première intention Zelensky, pour laisser ensuite Donald Trump dérouler. On a l'impression quand même d'un piège dans lequel est tombé Zelensky. En temps de guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous, vous êtes protégé par un océan et vous ne le ressentez pas, mais vous le sentirez à l'avenir. Vous n'en savez rien. Dieu merci, vous ne connaissez pas la guerre. Ne me dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de résoudre un problème
problème. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Je ne vous dis pas. Parce que vous n'êtes pas en position de nous dicter cela. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas en position de nous dicter ce que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très bien. Vous en sentirez les effets, croyez-moi. Nous allons nous sentir très bien et très fort. Vous en ressentirez l'influence. Vous n'êtes pas en bonne position en ce moment. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise posture. Il a raison. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Avec nous, vous commencez à en avoir. Je ne joue pas aux cartes, Monsieur le Président. Je suis très sérieux. Je suis un président de guerre. Vous jouez aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. On est passé d'un clash entre deux hommes à un crash diplomatique en direct. Si vous voulez résumer en une seule image la rencontre Trump-Zelensky dans le bureau ovale, c'est l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis. Tout son travail a consisté à préparer cette rencontre, dont elle sait qu'elle va être houleuse, périlleuse, difficile. Et donc, cette confrontation, elle va avoir des conséquences qu'on voit désormais aujourd'hui et qui sont tragiques pour l'Ukraine. Très bien. Je pense qu'on en a vu assez. Qu'en pensez-vous, hein? Ça va faire de la bonne télévision, ça je peux vous le dire. Trump a réagi en fait en professionnel de la télé, en trouvant une manière de faire le buzz d'une certaine façon. Il l'a dit d'ailleurs à Zelensky en partant, great moment of television. Et c'est un spécialiste. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé là, et Zelensky n'a pas su intégrer le fait que Trump n'est pas seulement président des États-Unis, un businessman qui a un empire financier immobilier, c'est aussi un showman, c'est aussi un homme de télé. C'est un tournant parce que tout à coup, c'est un peu bas les masques. On comprend finalement quelle est l'intention de Donald Trump, qu'il est prêt à lâcher l'Ukraine s'il faut lâcher l'Ukraine. Maintenant, tout le monde a compris que Trump est capable de tout. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump. Un mois plus tôt, le 20 janvier, Donald Trump prête serment pour la deuxième fois et le monde entier retient son souffle. L'Amérique retrouvera sa place légitime de nation la plus grande, la plus puissante et la plus respectée de la planète, inspirant la crainte et l'admiration du monde entier. Donald Trump veut le retour d'une Amérique dominante et il va tout dynamiter. Les règles du commerce international, le respect des frontières et les alliances géopolitiques. Tout commence quelques jours plus tard par un vote dans l'enceinte des Nations Unies. Pour la première fois depuis 2022, l'Amérique s'aligne sur la Russie en votant contre une résolution portée par l'Ukraine. Les États-Unis soumettent leur propre texte. Il ne reconnaît ni la responsabilité de Moscou dans le conflit, ni la défense des frontières ukrainiennes. Vous savez, le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, où ils votent avec la Russie, la Corée du Nord, le Nicaragua, l'Érythrée, et ils votent contre tous les pays occidentaux, théoriquement occidentaux, c'est un tremblement de terre. Au fond, il nous dit, j'en ai rien à faire de la démocratie, des valeurs, ce qui compte c'est la puissance, et donc moi je suis prêt à rejoindre le camp des grands prédateurs. Le président des États-Unis justifie ce renversement par une promesse qu'il a faite à ses électeurs pendant sa campagne. Je m'engage à mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine. Quand je dis mettre fin à cette guerre, je veux un accord très rapide et je connais les deux parties. Vous ne pouvez le faire que par l'intermédiaire de la présidence. Vous contrôlez les entrées et les sorties d'argent. C'est possible et je ferai en sorte que l'accord soit conclu dans les 24 heures. Et il considère que les États-Unis n'ont pas d'intérêt en Ukraine, mais il veut mettre un terme à la guerre le plus rapidement possible. C'est un de ses points forts. Ce n'est pas un belliciste. Au fond, c'est un réaliste. C'est la Russie qui est la plus puissante. Je vais donc négocier avec la Russie.
Donald Trump se rapproche de la Russie. Le 12 février, il s'entretient au téléphone avec Vladimir Poutine. Quelques heures plus tôt, Steve Witkoff, son meilleur ami et émissaire spécial, rencontrait le président russe à Moscou en toute discrétion. Ce voyage se solde par la libération de Mark Fogel, un enseignant américain détenu en Russie. President Trump is a hero. Autre image forte de la normalisation en cours, cette photo. Celle des délégations américaines et russes réunies à Riyad, en Arabie Saoudite, pour la première fois depuis le début de la guerre. C'est une rupture totale, parce qu'on avait quand même une Russie qui était mise au banc, qui était devenue un paria de la communauté internationale, et puis qu'il réinsère immédiatement. Il a Trump au téléphone, et tout à coup, toutes les négociations s'enchaînent extrêmement vite, avec presque, on a l'impression, la volonté de se partager, de se faire un nouveau Yalta sans Zelensky et sans les Européens. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus incriminer Trump. Même Kamala Harris voulait, elle aussi, mettre un terme à la guerre, qu'elle aurait, elle aussi, négocié. Et je connais les Américains, elle aurait négocié directement avec les Russes. Si quelqu'un sort de cette salle et ferme la porte gentiment en vous disant au revoir, ou si on vous claque la porte sur les doigts, il y a une différence. Eh bien, Trump est en train de nous claquer la porte sur les doigts. Quand nous aurons réglé les choses, l'une des premières réunions que je veux avoir est avec le président chinois Xi et le président russe Poutine. Et je vais leur dire, divisons nos budgets militaires par 2. Pendant 3 ans de guerre en Ukraine, les Américains ont constaté avec énormément d'inquiétude ce rapprochement entre la Russie et la Chine, qui, vous le savez, ont signé un grand partenariat d'amitié sans limite. C'est aussi ça, le monde dans lequel Donald Trump arrive. Et manifestement, il fait le pari qu'il faut absolument qu'il arrive à détacher la Russie de la Chine pour pouvoir ensuite mieux s'attaquer à la Chine. Alors, face aux caméras, Donald Trump soigne sa relation avec le maître du Kremlin. Il a fait une déclaration très prometteuse, mais incomplète. Et oui, j'aimerais beaucoup le rencontrer ou lui parler, mais il faut en finir rapidement. Donald Trump est généralement fort avec les faibles et faible avec les forts, qui le fascinent. Poutine, Kim Jong-un, ce genre de personnages-là, dans une certaine mesure, ont le respect, voire même l'admiration de Donald Trump, qui aime cette idée qu'il se fait de la force, de la puissance et de l'autorité. Personne n'a entendu sa voix auparavant. Si vous n'aviez pas remarqué, il ne fait jamais de conférence de presse. Avec l'Ukraine, Donald Trump utilise la contrainte. Le président américain met la pression sur Volodymyr Zelensky. Il lui envoie son ministre de l'économie pour conclure un accord sur les minerais, destiné à rembourser l'aide américaine. Le secrétaire d'État au Trésor arrive à Kiev, dans le bureau de Zelensky, et il lui met un deal sur la table. Le deal, c'est 500 milliards de dollars que pourraient récupérer donc, les Américains en exploitant les terres rares ukrainiennes. Alors manifestement, Zelensky est quand même assez saisi et ne signe pas, dit il me faut du temps, c'est pas possible, refuse de signer. Je défends l'Ukraine. Je ne peux pas vendre notre pays. Merci beaucoup. Mais Donald Trump n'apprécie pas que le président ukrainien lui résiste. Et il le fait savoir. Un dictateur sans élection. Zelensky fera mieux de bouger rapidement, ou il n'aura plus de pays. Mieux vaut qu'il bouge et vite. C'est absolument stupéfiant. C'est saisissant. Tout à coup, Trump qui explique que c'est presque l'OTAN qui est à l'origine du déclenchement de la guerre, que Vladimir Poutine n'est pas un agresseur de l'Ukraine. On a l'impression que tout à coup, il reprend tous les argumentaires du Kremlin. Au point d'envisager sérieusement la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée. Mais à l'approche du 100e jour du mandat de Donald Trump, les Russes continuent de frapper l'Ukraine. La paix promise semble encore loin
Le président américain s'agace. Ce n'était pas nécessaire et le moment est très mal choisi. Vladimir, arrête. Alors que les dirigeants du monde entier se rassemblent au Vatican pour un dernier adieu au pape François, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se retrouvent côte à côte. Avant les funérailles, les deux hommes ont échangé quelques mots pour la première fois depuis l'altercation dans le bureau ovale. Qu'ont bien pu se dire ces deux présidents, les yeux dans les yeux, lors de cette mise en scène sous le dôme de Saint-Pierre. De retour aux États-Unis, Donald Trump salue la rencontre avec le dirigeant ukrainien. Il a besoin de plus d'armes et nous allons voir ce qui se passe. Je veux voir ce qui se passe avec la Russie parce que j'ai été surpris et déçu, très déçu qu'ils aient bombardé plusieurs endroits après nos discussions. Qu'attendez-vous de Vladimir Poutine ? Je veux qu'il arrête de tirer, qu'il s'assoie et qu'il signe un accord. Finalement, la pression, elle peut se déplacer sur les Russes, elle peut revenir sur les Européens, elle revient sur les Ukrainiens. Il faut qu'il soit le maître du jeu. Il faut que ce soit lui qui, finalement, décide du moment, du point maximal, des centres de gravité de la négociation. Et il le fait rapidement, il le fait brutalement, il le fait sans demander pardon, et ça nous choque. Dès les premiers jours de son mandat, le président américain ébranle toutes les certitudes de ses alliés. Sa première cible, l'OTAN. Pete Hegseth, son nouveau secrétaire à la Défense, est chargé de faire passer un message aux Européens. Il y a une photo qui est absolument stupéfiante lorsqu'il débarque, parce que c'est vraiment débarqué au siège de l'OTAN à Bruxelles. C'est les Men in Black qui débarquent, qui déboulent dans le siège de l'OTAN. Il va expliquer à l'OTAN qu'il va falloir que les Européens s'investissent bien davantage dans leur défense, que l'Ukraine dans l'OTAN, c'est même pas la peine d'y penser. Et ce que dit à ce moment-là Hegseth, c'est qu'il y a un nouveau shérif en ville. Ce nouveau shérif, c'est Donald Trump. L'Amérique est un membre actif de cette alliance. Nous l'avons été et nous continuerons à l'être. Mais lorsqu'il s'agit de dépenses de défense, même 2% du PIB ne suffisent pas. Ni 3, ni 4. Comme l'a dit le président Trump, aller jusqu'à 5% de dépenses de défense est essentiel. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Sa vision, c'est de faire payer ses alliés, ceux qui ne s'arment pas assez, ceux qui ne se défendent pas assez. On est en 87, il achète une pleine page dans le New York Times et il dit « Nous allons faire payer et nous allons récupérer notre argent auprès de... » Il utilise l'expression de des machines à profit les plus puissantes jamais créées et que nous avons nous-mêmes créées, le Japon, l'Arabie Saoudite, tous ceux qui profitent de la sécurité américaine sans payer. Et il applique exactement ça aujourd'hui. Il l'a fait pendant son premier mandat, mais on l'a retenu. Ses conseillers l'ont retenu. Aujourd'hui, il est là. Il n'a plus de conseiller traditionnel républicain pour le retenir, pour l'empêcher de mettre une pression maximale sur l'OTAN comme il voulait le faire à l'époque. Répétez après moi. Moi, James David Vance, jure solennellement. Moi, James David Vance, jure solennellement. Avec cet autre émissaire, cette fois totalement acquis à sa cause, Donald Trump fait parvenir un avertissement à ses alliés. J.D. Vance prend la parole lors de la conférence sur la sécurité à Munich. Ces mots font l'effet d'une douche froide. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure, le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Au fond, ce qu'il reproche aux Européens, c'est, du fait de leur histoire, d'essayer de limiter la diffusion d'un certain nombre d'idées. C'est la liberté d'expression de l'extrême droite. Voilà. Ils parlent l'immigration, l'identité. C'est une extrême droite identitaire, fortement identitaire. Donald Trump s'en prend à ses alliés comme à ses adversaires. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Et il va tout simplement déclarer une guerre commerciale au reste du monde. 2 avril 2025,
Cette date, Donald Trump l'a annoncée comme la pierre angulaire de son deuxième mandat. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, c'est le jour de la libération, nous l'attendons depuis longtemps. À mon avis, c'est l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine. C'est notre déclaration d'indépendance économique. En un trait de stylo, le président américain met ses menaces à exécution. 175 pays sont frappés de droits de douane exorbitants. Avec un certain sens du spectacle, Donald Trump brandit une pancarte et se transforme en commentateur de ces nouvelles taxations. Indonésie, Malaisie, Cambodge. Oh oh, regardez le Cambodge, 97%. Et c'est vrai que les chiffres sont là astronomiques. Personne n'avait anticipé une telle hausse des droits de douane. Évidemment, l'Europe, l'Asie qui est extrêmement durement frappée avec la Chine, mais aussi le Laos, Cambodge. Donald Trump est là pour remettre en cause tout l'ordre économique que l'on a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très vite, les marchés s'affolent, les bourses dévissent. On ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. En représailles, 34% de droits de douane ont été imposés sur toutes les importations en provenance des États-Unis. Donald Trump fait volte-face, mais il maintient des droits de douane élevés sur la Chine. Il se vante d'avoir réussi son pari fou, forcer le reste du monde à négocier des conditions commerciales favorables aux États-Unis. Je vais vous dire, ces pays m'appellent pour me lécher le cul. Ils meurent d'envie de passer un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord. Je ferai n'importe quoi. Il adore ça. Il adore cette idée de pouvoir brandir ce gourdin qu'il appelle les droits de douane afin de faire plier, dans son esprit, n'importe qui. Ce qui est très clair, c'est qu'il estime que les États-Unis ne se feront plus avoir, que ce déficit commercial abyssal qu'ont les États-Unis, il va les résorber par les droits de douane, que ces droits de douane vont lui permettre de réindustrialiser l'Amérique. Donc c'est finalement un protectionnisme assez classique, la protection du marché intérieur. Le deuxième aspect, qui est plus original, c'est un protectionnisme offensif. C'est-à-dire, autant il n'utilisera pas la force militaire, autant il utilisera les droits de douane pour imposer des changements de politique à des pays. Avec Donald Trump, l'Amérique réaffirme sa sphère d'influence. Le 7 janvier, le jet privé du président des États-Unis se pose sur le tarmac de Nuuk, la capitale du Groenland. Son fils aîné, Donald Jr., sort de l'avion suivi par quelques caméras. Officiellement, il s'agit pourtant d'une virée privée. Nous sommes juste ici en tant que touristes pour voir. Ça a l'air d'être un endroit incroyable. On en parle depuis un moment. Avez-vous un message de votre père? Il vous passe le bonjour. À qui? Je lui ai parlé hier. Il passe le bonjour à tout le monde au Groenland. Vous êtes toujours intéressé par l'achat du Groenland? Donald Trump envoie son fils au Groenland pour montrer sa volonté de racheter le Groenland. Donc immédiatement, on voit son fils prendre son avion, essayer d'organiser un mini-meeting dans une salle de restaurant où on voit plein de casquettes rouges MAGA au Groenland, ce qui fait quand même assez bizarre. Mais en fait, c'est pour montrer qu'il est sérieux et pour mettre la pression. Mais sur le Groenland, on sait qu'il y a des ressources naturelles importantes et que l'Amérique veut aussi s'assurer une force d'accès à ces ressources naturelles. Vous n'avez pas exclu le recours à la force militaire? Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. On me l'a dit depuis longtemps, bien avant que je ne sois candidat. Les gens en parlent depuis très longtemps. Environ 45 000 personnes y vivent. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer. Parce que nous, on en a besoin pour notre sécurité nationale, pour le monde libre. Ce qui compte pour Trump, il y a trois choses pour l'Amérique. La prospérité économique, l'exemplarité morale et la force militaire.
Trump est le premier à dire « Mon but, c'est la prospérité économique. Mon moyen, c'est la force militaire. Quant à l'exemplarité morale, ce pilier-là, pour moi, n'est plus vraiment, ou en tout cas, je ne m'appuierai plus vraiment dessus. » C'est le premier à le faire depuis très longtemps dans les présidences américaines. Et c'est pour ça qu'il apparaît comme un hérétique. Donald Trump a longtemps cultivé cette image de disruptor in chief, de la personne qui va être source de secousses, de turbulences. Il a une inspiration historique, c'est Richard Nixon, et sa théorie de l'homme fou. C'est cette idée de se dire, si les gens me croient prévisible, je n'aurai jamais d'avantage stratégique par rapport à eux. Si en revanche les gens me pensent fou, je peux inspirer la peur, je peux intimider les gens et je peux les forcer à se rapprocher un petit peu plus de mes positions. Ce plan mettra fin à la guerre et servira à la paix. Le président des États-Unis conserve des intérêts au-delà du continent. C'est au Proche-Orient qu'il envisage le plus fou des scénarios, la reconstruction de Gaza par les Américains. La vidéo Trump-Gaza qu'il poste sur son réseau social, elle est absolument sidérante. On voit une espèce de Las Vegas du Moyen-Orient avec un Donald Trump et Benjamin Netanyahou en train de siroter un cocktail en maillot de bain sur la plage de Gaza. Donald Trump évoque pour la première fois son projet lors de la visite de son allié, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon travail là-bas. Nous allons en prendre possession, créer un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les habitants de la région. Je ne veux pas fanfaronner ni faire le malin, mais la côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose de magnifique. La réponse donnée par Trump est absurde, mais je veux quand même souligner qu'il pose une vraie question que nous, les démocraties occidentales, nous ne voulons pas regarder en face. Ce qui frappe, c'est l'activisme en effet de Donald Trump qui s'attaque à tous les conflits, au Proche-Orient, à l'Ukraine, à la Russie, parce qu'il a promis à ses électeurs qu'il serait l'homme de la paix, qu'avec lui, il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale, qu'il réglerait tous ces conflits, même si on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait anticipé, que ce qu'il avait promis. Mais il faut bien comprendre que pour Donald Trump, l'important, c'est pas le reste du monde. L'important, ce sont ses électeurs, ses promesses, c'est America First, c'est l'Amérique d'abord. Aux États-Unis, Donald Trump va mener une véritable révolution conservatrice et pourchasser tous ceux qui ne s'alignent pas sur sa politique. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir de ce jour, notre pays prospérera et sera à nouveau respecté dans le monde entier. Nous ferons l'envie de toutes les nations et nous ne nous laisserons plus abuser. Au cours de chaque journée de l'administration Trump, je vais tout simplement faire passer l'Amérique en premier. Cette priorité, Donald Trump va la mettre en scène. Alors qu'il vient tout juste de prêter serment, il va à la rencontre de ses plus fervents partisans. Puis tout à coup, évidemment, on voit
Donald Trump arriver. C'est une liesse incroyable. Et il arrive en portant sous le bras ces fameux décrets qu'il brandit comme ça à la foule. La foule a très bien vu le petit bureau qui a été installé sur la scène, qui est aux couleurs du président, avec le blason du président américain. Donc, elle se doute très fortement qu'il va venir là signer les premiers décrets. Le deuxième point, président Trump, est un gel de la réglementation pour freiner les bureaucrates jusqu'à ce que nous ayons le contrôle total de cette administration. Pourriez-vous imaginer Biden faire cela? Je ne le pense pas. C'est une rupture totale, on va aller très vite, c'est ça le message de Trump, et on va vraiment tenir les promesses qui ont été faites pendant la campagne. Et c'est la grande différence entre Trump deuxième mandat et Trump premier mandat, c'est que là, il a eu le temps de se préparer. Et cette fois-ci, il arrive avec un programme, il arrive aussi avec une équipe, et j'ajouterais qu'il s'est radicalisé par rapport à son premier mandat. Il est vindicatif, il veut à la fois, cette fois-ci, imposer sa vision, le faire brutalement, et aussi prendre sa revanche. Et tout se passe ici, à la Maison-Blanche, dans un bureau ovale transformé en studio de télé-réalité. Le bureau de Trump, c'est une sorte de happening permanent, c'est-à-dire les gens entrent, sortent, les milliardaires qui sont ses copains passent, ça discute, ils regardent en permanence Fox News. On est vraiment aux antipodes d'un Joe Biden qui se cachait beaucoup, auquel on avait très peu accès. Non, là, Donald Trump invite quasiment quotidiennement les journalistes qu'il a choisis à l'intérieur du bureau ovale, Elon Musk. On a l'impression que le monde peut suivre en direct les décisions toutes plus tonitruantes qu'il prend. Parmi ses premières mesures choc, la lutte contre l'immigration. La frontière sud se ferme et le président invite les caméras à filmer la chasse aux clandestins. On les voit notamment qui partent menottés des États-Unis, qui sont embarqués dans des avions. Bon, il y a eu des expulsions par milliers pendant le mandat de Joe Biden. Mais là, évidemment, il y a une surcommunication pour bien montrer qu'il tient ses promesses et qu'avec lui, ce qui se passe à la frontière, ce qui se passait avant n'aura plus lieu et qu'il va vraiment serrer la vis. Donald Trump envoie un autre signal fort à ses partisans. Il accorde la grâce à tous les émeutiers du Capitole. Donc c'est pour le 6 janvier, pour les otages, environ 1500 personnes qui seront complètement graciées. Je vous l'avais bien dit, souvenez-vous que le président respecte sa parole. Promesse faite, promesse tenue. Quand vous graciez des personnes qui se sont adonnées à des actes violents dans l'objectif de participer à une sédition, à partir de là, Donald Trump dit deux choses. La justice, finalement, c'est moi. Moi, je libère et moi, je vais faire comprendre au système judiciaire qui est le plus fort. Pour reprendre la main, Donald Trump nomme ses plus fervents soutiens à des postes clés. Son ancienne avocate prend la tête du ministère de la Justice. Et puis à l'inverse, tous ceux qui l'ont poursuivi sont immédiatement remerciés. Et au FBI, ça va par exemple très loin. Dans les premières semaines du mandat, il fait démanteler l'un des services du FBI qui s'occupe d'enquêter sur les ingérences étrangères pendant les élections. Ce qui, à terme, évidemment, peut poser des problèmes de sécurité aux États-Unis. L'autre cible dans le viseur de Donald Trump, c'est la bureaucratie. Washington, c'est vraiment le symbole pour Trump et ses supporters de la capitale fédérale régulatrice. Tout ça est définitivement terminé dans l'ère Donald Trump. Il faut en effet tout détricoter.
Alors pour détricoter, il avait évidemment son agent en chef des tricoteurs, c'est Elon Musk, qui à la tête du Dodge va essayer de licencier des milliers de personnes. C'est la tronçonneuse de la bureaucratie, la tronçonneuse. Doge, c'est une sorte de tronçonneuse qui doit venir découper sans fioriture et sans nuance dans les effectifs du gouvernement fédéral, qui serait une espèce de mammouth inefficace et qui opprimerait les Américains. Le département de l'efficacité gouvernementale s'attaque en premier à l'USAID, l'agence en charge de l'aide américaine au développement. Ce sont plus de 2 millions en fait, d'employés fédéraux qui reçoivent des lettres où on leur demande de justifier dans le week-end de ce qu'ils ont fait cette dernière semaine sous peine d'être licenciés. Ça aurait pu être fait d'une manière beaucoup plus franche et plus juste. Et ce n'est vraiment pas le cas. Ils se rejoignent sur un point, c'est celui de faire de la politique un véritable business. Et surtout de mener une politique résolument libertarienne, le moins d'État fédéral possible, le plus de liberté individuelle accordée aux citoyens. Donald Trump s'en prend aussi aux normes, imposées selon lui par les accords internationaux. Je me suis retiré de l'accord injuste de Paris sur le climat, qui nous coûtait des milliers de milliards de dollars que les autres pays ne payaient pas. C'est un homme d'affaires qui fonctionne, vous savez, avec des termes très, très simples. Moins d'impôts, moins de réglementation. On va, vous savez, drill, c'est-à-dire on va ouvrir tout à l'exploitation pour les énergies fossiles. Aujourd'hui, je vais également déclarer l'urgence nationale en matière d'énergie. Nous allons forer, bébé, forer. Drill, baby, drill. Il représente une certaine Amérique qui ne croit pas au changement climatique. Et entre un changement climatique hypothétique et de trouver encore plus de pétrole, il n'hésitera pas un instant, il choisira le pétrole. Nous allons revenir aux pailles en plastique. Ces pailles en carton ne fonctionnent pas. J'en ai eu de nombreuses fois, elles se cassent, elles explosent. La paille en plastique, c'est génial. Ça, c'est Donald Trump qui a du flair et qui montre son génie du marketing. Il y a très peu de gens qui sont fans des pailles en carton. Donc même ceux qui n'apprécient pas Donald Trump ne peuvent s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Et ça s'insère parfaitement dans sa guerre culturelle. Cette idée que des personnes sont venues avec l'idée de changer le mode de vie américain tel qu'il est rêvé, mythifié ou présenté par Donald Trump. Ils ont des idées débiles et absurdes. Et donc Donald Trump, il dit « Moi, je suis là pour lutter contre ça ». Donald Trump se présente comme le pourfendeur d'une Amérique woke à laquelle il oppose les valeurs traditionnelles. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. La première réunion de son cabinet ministériel commence par une prière. La question religieuse chez Donald Trump, elle est très intéressante parce qu'elle ne va pas d'elle-même. Donald Trump, c'est un businessman marié plusieurs fois, et sauf que lors de son premier mandat, il s'est rendu compte que la droite évangélique était un allié précieux pour assurer son élection et pour pouvoir assurer sa pérennité en politique. Lord, give them a deep desire to do their best for our country and world. Il faut quand même reconnaître quelque chose d'assez étonnant chez Donald Trump, c'est qu'il a réussi à faire l'union des droites de la droite américaine. Ce mouvement MAGA, Make America Great Again, qui l'a bâti, il l'a fait avec d'un côté le Tea Party, qu'on a bien connu en 2008 auprès de la campagne de Sarah Palin et John McCain. Il a aussi été chercher des composantes de la droite évangélique. Et ces droites misent sur Donald Trump pour éradiquer les idées progressistes dans toutes les sphères de la société. Nous allons forger une société sans distinction de couleur et fondée sur le mérite.
À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis est de dire qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. C'est un homme d'affaires qui sent le vent et qui va dans le sens du vent. Or, aujourd'hui, le vent va, dans une grande partie, dans le sens d'un conservatisme, d'un anti-wokisme, avec cette idée que des politiques d'inclusion, de diversité, sont allées trop loin. Et plutôt que de revenir vers une forme de centre, on va barrer dans le sens complètement inverse, en étant très très dur. Vous êtes prêts? Quelle belle photo! À coup de décret spectacle, le président interdit aux athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins. C'est un 10 sur 10. Il veut aussi retirer l'éducation des compétences de l'État fédéral pour laisser la main aux États. Dans quelques instants, je vais signer un décret pour entamer le démantèlement du ministère fédéral de l'Éducation, une bonne fois pour toutes. Aux yeux des électeurs de Donald Trump, ce ministère, c'est devenu le symbole du wokisme, de ces démocrates qui cherchent à endoctriner les enfants avec des idées soi-disant beaucoup trop progressistes. Et on rentre vraiment dans une espèce de guerre culturelle. On sent que l'idéologie anime davantage, finalement, ce deuxième mandat. Face à ces attaques, l'opposition reste inaudible. Et Kamala Harris, ça veut dire qu'on n'en entend plus du tout parler. Ça paraît déjà à des années-lumière. Et on sent que les démocrates n'arrivent pas à trouver une façon de répondre à la brutalité, aux outrances de Donald Trump. Ils sont sans voix par ce qui est en train de se passer. Lorsque les États-Unis font leur psychanalyse, c'est le monde entier qui est convoqué dans la salle. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on est dans une tendance longue. Cette deuxième administration Trump, ce n'est pas une parenthèse. On est au début d'une nouvelle ère. Si on voulait chercher un point positif à la présidence Trump, je dirais que c'est un grand moment de vaccination pour les nations du monde contre toute forme de monodépendance, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Ne mettez jamais tous vos œufs, que ce soit vos œufs sur la sécurité, sur l'économie, sur la diplomatie, dans le même panier. C'est ça que Donald Trump est en train de démontrer et de faire éclater au grand jour.